Bonsoir. On m'entend bien? Parfait. Vous êtes très disciplinés. Le silence est arrivé rapidement. Donc, merci beaucoup d'être là en grand nombre pour le lancement du livre de mes collègues. J'apprécie beaucoup. L'Amérique d'abord, le Canada ensuite. Alors, Frédéric Gagnon, bonjour. Bonjour Valérie. Christophe Cloutier-Roy. Allô. Il est discret. Et je pense qu'il y a beaucoup de co-auteurs aussi, de gens qui ont participé au livre qui sont là parmi nous. Alors, merci beaucoup d'être présents également. Alors, j'espère que la discussion sera éclairante, peut-être pas autant que le livre. Alors, je vous suggère fortement de l'acheter si vous voulez avoir plus de détails parce qu'on va passer un petit 30 minutes ensemble pour discuter de l'ouvrage et surtout de leur recherche terrain. Je pense que ça aussi, c'est un élément qui est assez intéressant. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Le titre le dit, c'est les relations canado-américaines, Trump-Biden particulièrement. Et là, Frédéric, tu as le défi de me résumer ton ouvrage en disant qu'est-ce qu'on y trouve par rapport à tout ça en quelques minutes. Bien, je pense que le titre est assez révélateur. L'Amérique d'abord, le Canada ensuite. Évidemment, l'Amérique d'abord, c'était le slogan de Donald Trump. Le Canada ensuite, pourquoi? Parce que ce qu'on a vu sur le terrain, on a fait beaucoup d'enquêtes terrain pour préparer cet ouvrage-là. En fait, ça a commencé il y a 10 ans, en 2014, ce projet-là. J'étais chercheur Fulbright Canada à l'Université de New York à Plattsburgh et mon projet de recherche, c'était ça, c'était de mener des entretiens avec des acteurs politiques de toutes sortes dans des États voisins du Québec et du Canada pour comprendre comment nos voisins américains nous perçoivent, quels sont les enjeux canado-américains qui les intéressent. Et je ne savais pas que Trump allait être élu en 2016, mais j'ai commencé ce travail-là en 2014. Et en 2016, Trump a été élu. Et ce qu'on explique là-dedans, évidemment, c'est qu'il y a eu un tournant avec Trump. L'Amérique d'abord, le Canada ensuite. C'est à partir de ce moment-là que Trump, justement, a commencé à dire qu'il y avait des enjeux problématiques dans la relation canado-américaine. Il a proposé de renégocier l'ALENA. Il nous a imposé des tarifs, pas à nous, personnellement, mais au Canada, dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Il a critiqué le système de gestion de l'offre dans le secteur agroalimentaire en voulant donner un meilleur accès au marché canadien aux fermiers du Wisconsin et d'Upstate New York. Donc, on a continué à faire ce terrain-là durant la présidence Biden, sauf pendant la pandémie de COVID-19. Enfin, on avait commencé à faire le terrain en 2020 avant que la pandémie frappe. On a eu l'occasion de rencontrer Joe Biden, un petit 5 minutes à Manchester, au New Hampshire. On a échangé un petit peu avec lui, mais on a poursuivi ce travail-là durant chaque élection américaine, 2022 également lors des élections de mi-mandat, 2024, pour prendre la mesure, en fait, de cet effet Trump sur la relation canado-américaine. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un tournant avec Trump où le Canada est vu un petit peu plus comme, parfois, oui, un allié, mais un allié qui peut être problématique sur toutes sortes de questions. En matière de commerce, évidemment, et on parle de tous ces enjeux-là dans l'ouvrage. Là, tout à l'heure, je vais vous présenter un peu la table des matières de l'ouvrage, mais c'est de voir comment Trump a changé la relation canado-américaine et surtout comment on est toujours dans une espèce de continuité en ce moment à l'heure où Joe Biden est président des États-Unis et notamment en matière de commerce, on le voit, là, le protectionnisme est toujours parmi nous. Ce qu'on nous dit sur le terrain pendant nos enquêtes, c'est que on souhaite que Biden protège des emplois américains dans toutes sortes de secteurs comme Trump l'avait fait, dans le secteur de l'acier et de l'aluminium, les travailleurs de l'automobile et tout ça. Et c'est ce qu'on explique dans cet ouvrage-là. Et c'est un ouvrage collectif, là, je tiens à le dire. Il y a Christophe et moi à l'avant, mais il y a parmi vous tous ceux et celles qui ont contribué aux divers chapitres de l'ouvrage. Et j'aimerais vous les présenter brièvement et vous dire un petit peu quels sont les thèmes qu'ils ont abordés là-dedans. Et on vous dit, évidemment, c'est un argument de vente, mais on vous dit que l'ouvrage est toujours pertinent en ce moment parce qu'évidemment, on est en élection le 5 novembre prochain et peu importe le résultat de cette élection-là, on sera dans la continuité. Si Trump est réélu, évidemment, il y a plusieurs chapitres là-dedans qui permettent de comprendre ce qu'il a fait durant sa présidence, son premier mandat, et ce qu'il risque de faire durant un deuxième mandat. Vous avez peut-être vu qu'il a promis, entre autres, des tarifs sur les exportations de toutes sortes à destination des États-Unis, notamment des exportations canadiennes, mais là, sur toutes les exportations canadiennes, en fait, des tarifs de 10 à 20 sur ces exportations. Ça peut avoir un effet considérable sur notre économie. Il y a des études en ce moment de toutes sortes qui démontrent que ces tarifs-là pourraient nous plonger ici au Canada dans une récession, peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans.
Et on explique un peu ce que Trump a fait durant son premier mandat. S'il est réélu, il y a beaucoup de choses qui se répéteront probablement. Si Kamala Harris est élue, ben, on peut penser qu'elle s'inscrira aussi en continuité avec Biden sur toutes sortes d'enjeux dont on parle là-dedans. Donc, c'est un ouvrage qui permet de voir sur la plupart des questions canado-américaines déterminantes de cette relation-là, ce qui a été fait durant la présidence Biden, durant la présidence Trump, et ce qui nous attend, en fait, après cette élection-là, en fait, et peu importe le résultat de l'élection, au fond. OK, je vous présente brièvement la table des matières de l'ouvrage. Il y a Christophe Cloutier-Roy, qui va vous parler dans un instant, qui a écrit un chapitre qui s'intitule, et j'aime bien les titres, pour cet ouvrage-là, on se réunissait chaque semaine, ça a vraiment été un travail d'équipe, on se réunissait chaque semaine pour travailler sur ce projet-là, et on échangeait sur les chapitres, comment vas-tu structurer le chapitre, qu'est-ce que tu veux faire ressortir là-dedans, on avait des échanges chaque semaine avec les auteurs-autrices, et on se lançait des défis. Revenons la semaine prochaine avec des titres un peu accrocheurs, on s'amusait, ça nous motivait aussi. Et vous me direz lesquels de ces titres vous trouvez bons. En fait, c'est mon titre qui est peut-être le moins bon de tous. J'ai perdu cette petite partie-là. Mais bon, Christophe Cloutier-Roy a écrit un chapitre qui s'intitule « Ce sont nos voisins, nos amis, nos partenaires commerciaux, le Congrès, le Canada et l'ASEUM ». Donc, il nous raconte là-dedans, Christophe, toute la renégociation de l'ALENA qui a mené à l'ASEUM et les critiques, en fait, de divers acteurs républicains et démocrates à notre égard en matière de commerce. Et on va être là-dedans, assurément, peu importe le résultat de l'élection du 5 novembre à l'été 2026, parce qu'il pourrait y avoir des demandes de révision de l'ASEUM, mais peut-être une menace d'un retrait américain de l'ASEUM à nouveau. Et là, on se replonge là-dedans. Puis ce chapitre-là est intéressant parce qu'il permet de voir quelles ont été peut-être les frustrations américaines à notre égard dans ce secteur-là. Donc, Christophe Cloutier-Roy, merci beaucoup d'avoir contribué au chapitre, à l'ouvrage. Ensuite, Frédéric Véraud, je ne sais pas si Frédéric est là aujourd'hui. Bonjour Frédéric, j'espère que ça va bien, ça fait un petit bout de temps que je t'ai vu. Et elle a écrit un chapitre qui s'intitule « Une goutte de lait dans un seau ». Et c'est un chapitre qui porte sur la gestion de l'offre canadienne sous le feu des critiques américaines. Donc, le système de gestion de l'offre canadienne dans le secteur agroalimentaire, quand Trump disait le Canada adopte des politiques commerciales déloyales à l'égard de nos fermiers du Wisconsin et d'Upstate New York. Donc, Frédéric Véraud s'est penché là-dessus. Elle raconte cette histoire-là. Et on sera encore aux prises avec cette affaire-là, peu importe qui est élu le 5 novembre, parce que les républicains et les démocrates détestent notre système de gestion de l'offre. Il pourrait y avoir de nouvelles négociations dans ce secteur-là. David Dubé, « Baby, you can drive my car ». Ça, c'est bon. Surtout si on aime les Beatles. Et c'est un chapitre, comme vous vous en doutez bien, qui porte sur l'industrie automobile. De Trump à Biden, la politique commerciale sur l'industrie automobile canado-américaine. On sait que Biden a beaucoup investi dans ces secteurs-là, le Congrès aussi, pour relancer l'industrie automobile, les véhicules électriques. Trump les déteste, ces véhicules électriques. On verra ce qui se passe le 5 novembre s'il est réélu. Daphné Saint-Louis Ventura, j'adore ce titre-là, a écrit un chapitre qui s'intitule « Pêcher en eau trouble ». Écoutez ça. « Pêcher en eau trouble, décortiquer la relation canado-américaine dans le secteur, tenez-vous bien, du homard ». C'est pas beau, ça? Pêcher en eau trouble, décortiquer la relation canado-américaine dans le secteur du homard. Si vous êtes allergique aux fruits de mer, il faut peut-être ne pas lire ce chapitre-là, mais il est extrêmement intéressant parce qu'il nous raconte comment il y a un peu plus de scepticisme au Maine, dans un État voisin du Québec, à l'égard de nos politiques commerciales, notamment avec l'Europe dans le secteur de la pêche du homard. Donc, cette compétition-là et ce désir des Mainois et de Trump et d'acteurs locaux de rapatrier les emplois américains en sol mainois dans ce secteur-là. Moi, j'ai écrit un chapitre qui s'intitule « Les métaux de la colère », en référence aux raisins de la colère, pour ceux qui savent ce que c'est. Trump, Biden et l'acier et l'aluminium canadien, ça restera pertinent s'il est réélu le 5 novembre. Gabriel V. Lévesque, bonjour Gabriel, il est juste ici. Il a écrit un chapitre qui s'intitule « Controverse sur l'or noir », 10 ans de couverture médiatique des projets pétroliers canadiens dans le Midwest américain. Julie-Pierre Nadeau a écrit « A Bridge over Troubled Water », les enjeux transfrontaliers de protection de l'eau et de l'environnement. Victor Bardou-Bourgeois, je vais un peu plus vite parce que je vois que je parle trop. Victor Bardou-Bourgeois a écrit un chapitre qui s'appelle « Le Québec en panne d'influence », très bon. L'opposition aux exportations d'hydroélectricité vers le nord-est des États-Unis, donc un enjeu très important pour le Québec.
Andréane Bissonnette a écrit un chapitre qui s'intitule « Staying Alive ». Je ne sais pas si on a la chanson. L'importation de médicaments destinés au marché canadien comme stratégie de diminution des coûts aux États-Unis. Mathilde Bourgeon, bonjour, j'ai vu Mathilde tout à l'heure, merci d'être là. « Give me your huddled masses », naissance d'un couloir migratoire vers le Canada. Elle parle notamment du chemin Roxham. Et si vous avez suivi l'actualité ces jours-ci, vous avez sans doute vu que Trump promet en fait l'expulsion massive des migrants non documentés présents en sol américain. Ils sont peut-être 11-12 millions. S'il met effectivement en œuvre ces politiques, qu'est-ce que ça veut dire pour les mouvements migratoires en Amérique du Nord et à la frontière canado-américaine? Est-ce qu'on se retrouve avec de nouveaux chemins Roxham à l'avenir? La question est posée. Et finalement, « Across the Border », une chanson de Bruce Springsteen que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment sur une note plus personnelle. Les effets des mesures anti-COVID-19 sur les communautés transfrontalières américaines. Un chapitre écrit par Christophe Cloutier-Roy et Daphné Saint-Louis Ventura encore, qui a travaillé sur le homard et la COVID-19, deux de ses passions. Semble-t-il. Et voilà, je vous présente la table des matières parce que je veux vraiment le dire, là, ça a été un travail d'équipe et on a vraiment travaillé en équipe. Je le disais, on se rencontrait une fois par semaine et pour avoir déjà travaillé sur des ouvrages collectifs, ce qui peut être un petit peu compliqué parfois, c'est de faire les suivis avec les auteurs-autrices qui sont peut-être un peu plus loin des bureaux de la chaire Raoul Dandurand. Des fois, on attend un chapitre, c'est un peu plus compliqué. Et dans le produit qui sort dans ces cas-là, quand on est moins proche des auteurs-autrices, quand on les voit moins souvent, le produit qui sort est peut-être moins uniforme, il se tient peut-être un peu moins, il est peut-être un peu moins cohérent que ce qu'on a dans cet ouvrage-là. Et je veux remercier les auteurs et les autrices, les collaborateurs, collaboratrices qui ont contribué à cet ouvrage-là. Je les applaudis, moi, et je les remercie d'avoir contribué. Donc, une longue réponse. Oui. J'ai dit une courte réponse tantôt, hein. C'était ma demande spéciale. Je vais essayer de discipliner Frédéric. Mais vous allez voir, Christophe est encore pire. Bon, il faut que je vous coupe les deux, parfait. Mais je veux juste dire qu'on est très créatifs à la chaire. Alors, on dit des choses aussi. Vos titres, je suis vraiment très surprise de votre créativité. Alors, je vous félicite et je vous applaudis dans ma tête en même temps. Je voulais juste avant, Christophe, je te promets que je ne vais pas parler aussi longtemps que Frédéric ici présent. Je veux juste dire vos premières lignes de votre livre avant d'aller sur le terrain, poser des questions. Si vous vous demandez à quel point... C'est quoi la différence entre le Canada et les États-Unis? On a toujours la référence que c'est l'éléphant qui est dans le lit avec nous au Canada, mais c'est au niveau de la population, les États-Unis, c'est 9 fois supérieur à celle du Canada, PIB 12 fois plus important, le budget militaire 32 fois plus grand que celui du Canada, alors je pense que ça donne une bonne perspective, mais au niveau des échanges, et c'est là que ça devient très, très intéressant et pourquoi ça nous concerne aussi, 75% de son commerce international, hein, le Canada qui échange avec les États-Unis. De l'autre côté, c'est un pourcentage un petit peu moins important, alors je ne le nommerai pas, je vais juste garder le 75%, juste pour vous dire à quel point les économies sont interreliées, à quel point c'est important, les États-Unis, parce qu'on en parle beaucoup, puis on se fait dire... Pourquoi vous parlez tout le temps des États-Unis, pas du Canada et tout ça? Premièrement, on n'est pas spécialiste du Canada. Et la deuxième raison, c'est justement, on a besoin de parler des États-Unis pour comprendre plusieurs effets ici. Alors, c'est la fin de ma longue phrase. Pour poser une question à Christophe. Alors, Frédéric a abordé rapidement que vous avez fait des voyages terrain depuis quelques années. Quelques petites anecdotes peut-être, qu'est-ce qui t'a marqué sur le terrain, soit par rapport à la perception des Américains sur le Canada ou juste tes observations générales? Bonsoir, merci d'être là. Merci d'avoir bien résumé l'ouvrage. Merci d'avoir fait les remerciements. Donc, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Première chose à dire, c'est que on mange très bien au Midwest. C'est de la fine cuisine. C'est une région qui gagne à être reconnue pour ça. De manière plus sérieuse, en fait, je vais y aller peut-être de considérations un peu plus de nature anthropologique, en fait, qu'on n'a peut-être pas pu traiter dans le cadre du livre parce qu'on n'était pas dans cette optique-là, mais il y avait quand même des observations vraiment intéressantes à faire sur le terrain, puis je pense que Frédéric va être d'accord. La première, c'est que vraiment, tu sais, Valérie, tu l'as dit, on parle beaucoup des États-Unis au Canada, puis justement, bien, on parle des États-Unis souvent comme on parle de tous les autres pays étrangers, c'est-à-dire qu'on en parle comme un bloc, puis un bloc dans ce cas-ci qui peut nous effrayer un peu. On ne comprend pas des fois ce qui se passe avec la montée du Trumpisme
la violence des fois qu'on voit au quotidien. Mais c'est intéressant d'aller aux États-Unis puis de ne pas aller uniquement à New York, à Chicago, quoi que ce soit, d'aller vraiment, tu sais, on est allé dans des petites villes, à Augusta, au Maine, Montpellier, au Vermont, on est passé par Lansing, au Michigan aussi, des petites capitales d'État, pour voir les gens sur le terrain, puis pas seulement les démocrates. En fait, puis ça c'est quelque chose qui me faisait toujours rire un peu, Frédéric et moi, c'est tellement plus facile de parler aux républicains de manière générale aux États-Unis, là, puis ça... Là, je vais faire un peu de sociologie politique, là, mais c'est assez reconnu que généralement, les gens conservateurs ont tendance à être un peu moins snobs. Et ça paraissait sur le terrain souvent. Hein. Les démocrates nous regardaient un petit peu de haut, les conservateurs, les républicains, en fait, étaient souvent plus contents de nous parler. Donc ça, c'est la première observation que je ferais. La deuxième en lien avec ça, puis je trouve que c'est vraiment tout le crédit de Frédéric d'avoir pensé à faire une enquête comme ça, d'aller sur le terrain, d'aller au-devant des gens. Puis je sais que tu t'es inspiré beaucoup du politologue américain Richard Fenno, qui faisait ça un peu, d'aller rencontrer les membres du Congrès dans leur circonscription, de faire de l'entrevue semi-dirigée sur le terrain. Mais là, la manière que tu as cadré ça, tu as vraiment élargi ça, d'essayer d'aller voir des organisateurs politiques, des électeurs, tout le réseau. Évidemment, on ne restait pas longtemps dans une ville, là, mais on nous disait « Hey, allez voir telle personne, ça peut être intéressant. » Fait qu'on a rencontré des lobbyistes, on a rencontré des avocats, des syndicalistes. Et d'un, c'est très intéressant. Puis de deux, ça me rappelle beaucoup cette vision-là aussi qu'on a des États-Unis, qui est une société... Quand même, on parle beaucoup je m'excuse, je suis peut-être un petit peu dans mes lectures, mais on parle souvent de la perte du capital social aux États-Unis, mais c'est quand même une société où la société civile est très vibrante. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'entrées aussi dans le système politique. Donc, de rencontrer comme ça des groupes, des lobbyistes, des syndicalistes, c'est une bonne façon de comprendre un peu plus ce qui se passe sur le terrain, surtout lorsqu'on est dans une perspective très locale. Et quand vous allez lire le livre, vous allez voir qu'on ne parle pas souvent de Washington en tant que tel. On en parle un petit peu. Dans mon chapitre, entre autres, je parle du Congrès, mais je parle surtout de comment les membres du Congrès représentent leurs électeurs, souvent dans des circonscriptions rurales. La citation là, dans mon titre, là, ce sont nos amis, nos voisins, nos partenaires commerciaux. Croyez-le ou non, mais c'est une des plus grandes alliées de Trump au Congrès, Elise Stefanik, qui a dit ça pour parler de Montréal. Et elle a décrit elle-même la ville de Plattsburgh qu'elle représente comme étant la banlieue américaine de Montréal. Donc, il y a quand même une prise de conscience, particulièrement, puis on parle beaucoup de l'acrimonie croissante, là, mais une prise de conscience quand même de plus en plus grande de l'importance de cette relation d'interdépendance asymétrique entre les deux pays. La dernière chose que je veux dire, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé beaucoup lors de notre dernier séjour en 2022 avant les élections de mi-mandat, c'est, on dit souvent que les Américains n'ont pas une très bonne connaissance du Canada, puis dans les faits, ça se vérifie, puis ça a sans doute un lien un peu avec notre poids relatif assez peu conséquent. Mais c'était fascinant, lorsqu'on comparait les républicains et les démocrates en 2022, de voir la fantasmagorie qu'on avait par rapport au Canada. À quel point, pour les démocrates, le Canada était encore un Eldorado progressiste, un endroit où, puis ça, je ne sais pas combien de fois on s'est fait dire par des professeurs d'université, des retraités, des gens comme ça qui disaient « Si Trump revient au pouvoir, moi, la première chose que je fais, je déménage au Canada. » Des gens qui, souvent, on le sait, dans un pays où bien des gens n'ont même pas de passeport, il faut quand même le rappeler. Ça, c'est la première chose. Mais du côté des républicains, là, quand on disait qu'on venait du Canada, ils nous regardaient et disaient « Ah, your Prime Minister, Justin Trudeau, how he treated those truckers in Ottawa. I mean... » C'était vraiment... ils nous voyaient comme des ressortissants d'une dictature, en fait, carrément, qui venaient sur le terrain. Puis ça, on avait vu ça en Pennsylvanie, entre autres, à Pittsburgh notamment. Donc, je pense que il y aurait, pour quelqu'un qui ferait un travail sur les représentations identitaires, perspective un peu plus constructiviste, il y aurait quelque chose d'intéressant à creuser là-dessus. Là, je vais reposer une question à Christophe pour égaliser le temps. Oui, pas de problème. Pas de problème. C'est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai dit, de toute façon. Mais toi, tu as bien lu les titres. Oui, moi, il fallait que je remercie les gens. C'est ça ma job, remercier les gens. Je remercie Ivana d'être là, d'ailleurs. Christophe, tu viens de parler de la Pennsylvanie. On est en période électorale, alors je veux quand même poser une question sur les États clés que vous avez peut-être visités. Explique-nous pourquoi ce sont des États clés, brièvement. Est-ce que vous le sentiez, est-ce que tu sentais, et Frédéric aussi, la grande division, que c'est un 50-50 républicain-démocrate, que les gens hésitaient? Est-ce que vous avez parlé à des indécis? Est-ce qu'il y en a des indécis? Alors voilà toutes mes petites sous-questions.
Mais on n'est pas allé en Pennsylvanie. Ben, je ne sais pas pour toi, Frédéric. Moi, je ne suis pas allé cette année. Là, donc, mais en 2022, c'était particulier parce qu'il y avait une élection au Sénat et au poste de gouverneur qui était très, très suivie, mais avec 2 candidats trumpistes, dont un certain Doug Mastriano qui était une espèce de Mark Robinson-like, pour ceux qui ont la référence. Là. Mais non, c'est ça. C'était et on voyait en fait. C'était intéressant de voir le contraste entre les républicains et les démocrates dans cet État-là. On avait eu la chance de parler au quartier général des deux équipes, puis dans la ville de Pittsburgh. Puis chez les démocrates, il y avait, encore une fois, cette arrogance démocrate de dire « Ah, vous savez, la Pennsylvanie, c'est Philadelphie, Pittsburgh, Harrisburg, le reste, ça nous importe pas, c'est les campagnes qui vont voter pour Trump de toute façon. Fait que nous, il faut qu'on fasse le plein de vote dans ces villes-là. » Donc, c'est toujours cette espèce de stratégie démocrate, qui est critiqué par certains à l'intérieur du parti, mais de se dire, on va se concentrer où sont nos votes, puis le reste, ils vont voter pour Trump, puis ce sera ça. Et chez les républicains, c'était intéressant parce qu'on avait vraiment affaire, on l'avait senti, à des gens qui voyaient le parti leur échapper un peu des mains. La personne qu'on avait rencontrée était un ancien staffer, comme on dit l'expression, d'Alan Specter, qui était, il y a plusieurs années, un sénateur modéré, qui avait même fini sa carrière avec les démocrates, en fait. Et lui nous parlait de Trump, il essayait de dire les talking points du parti, de nous dire qu'il appuyait Trump, mais on sentait qu'il avait l'impression qu'il se faisait imposer des candidats comme ça. Donc, mais en même temps, quand on voyait les bénévoles, eux étaient vraiment très convaincus. Ce sont des gens, c'est ça comme je dis, qui, eux, suivaient un peu la chanson de Fox News, donc que le Canada, c'est un pays sous une dictature avec Justin Trudeau, etc. Donc, on sent que les gens sont, du moins ceux qui sont impliqués politiquement, sont vraiment là-dedans. Puis aussi, juste un dernier mot, puis je vais donner la parole à Fred après ça, mais au Michigan et au Wisconsin, on a vu des organisateurs républicains qui vraiment ont vraiment adhéré aux thèses aussi du complot là, pour les vols des élections de 2020. Donc, on nous cite entre autres le film de... comment il s'appelle, 20,000 Mules, là, celui qui est celui des Neiges de Souza. En tout cas, un des grands trucs de conspiration. On nous disait. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a des gens qui ont vraiment adhéré aussi à cette rhétorique-là plus conspirationniste. Oui, c'est ça. Un droit de réplique. Dans les 3 États que tu as mentionnés, honnêtement, moi, ce sont les 3 États que j'ai trouvés les plus fascinants dans le terrain qu'on a fait. On y a passé plus de temps en 2022, mais on voit que c'est vraiment l'épicentre des élections américaines. On voit que c'est l'épicentre des élections américaines le 5 novembre, en plus des 4 États de la Sunbelt dont on parle beaucoup. Mais les démocrates à qui on a parlé dans ces 3 États-là sont encore traumatisés de ce qui s'est passé en 2016. Parce qu'on s'en souvient, là, Trump a causé la surprise en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin. Hillary Clinton ne pensait pas que Trump pouvait gagner ces États-là. Et il les a gagnés en étant au diapason. Là, maintenant, c'est très connu, mais en 2016, on ne le savait pas tant que ça, ou c'était moins connu, mais en étant au diapason de ceux qui s'estiment laissés pour compte dans cette région-là. Les travailleurs à la boîte à lunch qui ont perdu leurs emplois dans les usines et qui aiment bien ce que Bernie Sanders aussi dit sur la mondialisation économique et les accords de commerce. C'est le mal, ça a engendré des pertes d'emplois. On est dans le pétrin à cause de ça et on veut changer les choses. Et c'est un peu ce que Trump dit aux électeurs de cette région-là en 2016, avec un succès, très bon succès, parce qu'il gagne les 3 États, alors que Clinton mise encore sur le discours habituel des démocrates, le libre-échange. Le mur bleu, le libre-échange n'est pas si mauvais que ça. On vous promet de renégocier l'ALENA, mais finalement, on ne le fait pas quand on arrive à la Maison-Blanche. C'est ce qu'Obama avait fait. Et sur le terrain, ce qu'on a vu, et c'est une des raisons pour lesquelles là, je pense que le protectionnisme notamment, ce scepticisme à l'égard du libre-échange avec le Canada, cette volonté d'utiliser divers outils pour créer de l'emploi en sol américain, même si ça nuit aux intérêts canadiens. C'est ça qu'on explique dans le livre. Et ça, c'est là pour rester tant et aussi longtemps que ces 3 États-là restent l'épicentre de l'élection. Et des démocrates nous ont dit ne me citez pas là-dessus, là, ne dites pas qui vous confie ça. Mais Trump nous a surpris en 2016, il nous a fait réaliser qu'on doit tenir un discours pas mal semblable au sien sur la mondialisation économique, les relations commerciales, la relation avec vous, chers alliés canadiens. On vous aime encore, mais on va faire passer nos intérêts avant tout. C'est l'Amérique d'abord, le Canada ensuite. Et les démocrates nous le disent, et ils nous disent, c'est pas parce qu'on vous déteste, mais c'est parce qu'on a des impératifs
électoraux et c'est parce que les élections se jouent dans cette région-là. Donc, la politique commerciale américaine n'est pas une politique commerciale américaine, c'est une politique commerciale de la Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin très, très souvent, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pour le libre-échange, qui étaient très contents qu'on renégocie l'ALENA, que ça se règle ce dossier-là, mais les deux parties restent très, très à l'affût de ce qui se dit sur ces questions-là dans les trois États qu'on a, ces trois États-là qui sont super intéressants. Et c'est ça, moi j'ai été fasciné de voir à quel point, côté républicain au niveau local, de voir à quel point, comparativement à 2014, parce qu'on a fait 2014, 2016 un peu moins, mais on est retourné en 2018, on a fait une grosse tournée. Et en 4 ans, moi j'ai été frappé de voir à quel point les choses avaient changé. Côté républicain, des gens à qui on avait parlé même, les mêmes personnes à qui on avait parlé 4 ans auparavant, nous disaient essentiellement la même chose que ce que Trump disait sur les enjeux canado-américains, alors que 4 ans auparavant, il disait le contraire. La relation avec le Canada est super cordiale. You're not an issue. Il n'y a pas de problème. On est content de cette relation-là. Elle est bénéfique pour tout le monde. Vous n'êtes pas un enjeu. On ne parle pas de vous. En fait, en 2018, beaucoup de choses avaient changé. Non seulement on parlait plus du Canada et du Québec, mais beaucoup de ces acteurs républicains, finalement, nous répétaient essentiellement ce que Trump disait dans son gros mégaphone présidentiel. Donc, je ne sais pas si vous avez vu The Economist cette semaine. Le titre de The Economist, c'est quelque chose comme la Trumpisation de la politique américaine et ce qu'ils sont en train d'expliquer là-dedans. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est que et les républicains et les démocrates en sont venus à ajuster leur programme politique pour qu'ils fassent écho finalement à des idées que Trump a mises de l'avant depuis son entrée dans le décor en 2016. C'est cette histoire-là qu'on raconte là-dedans en se concentrant sur la relation canado-américaine. Puis tu le dis, là, les chiffres que tu as donnés sont frappants. Ce qui se passe le 5 novembre, c'est déterminant pour nous, non seulement pour les raisons économiques que tu as évoquées, là, 75 % de nos exportations vont aux États-Unis, mais la déportation massive des migrants, si elle a lieu, Elisabeth Vallée est dans la salle, elle travaille là-dessus spécifiquement, Mathilde Bourgeon a écrit un chapitre là-dessus. Moi, j'ai très hâte de les entendre sur ces thèmes-là. Andréane Bissonnette aussi, qui a contribué à l'ouvrage. Les gens qui travaillent sur les frontières auront beaucoup de boulot à partir du 5 novembre si Trump est réélu, et notamment sur l'effet que ça aura sur notre frontière à nous. Oui, il y a des gens qui vont peut-être venir au Canada en disant « je veux quitter ce pays », de la main-d'œuvre qualifiée, des gens qui seront bienvenus ici au Canada pour des raisons économiques. Peut-être que ce sera bon pour l'activité économique canadienne, québécoise dans certains secteurs s'il y a un afflux de main-d'œuvre de toutes sortes. Mais il y a déjà une pression sur notre système migratoire, qu'Elisabeth connaît mieux que moi. Cette pression-là va probablement s'accentuer si, ça c'est le gros point d'interrogation, mais si Trump va effectivement de l'avant avec sa politique d'expulsion massive, puis comment ça va se faire, on ne le sait pas trop, puis dans la durée, on commence par quoi? 1 ou 2 millions de migrants, de dire J.D. Vance, on ne sait pas trop. Mais c'est une élection très, très importante pour nous, pour toutes ces raisons-là, et voilà. Bien justement, ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question parce que je veux savoir qu'est-ce que ça change pour vous dans votre petite boule de cristal si on a soit Kamala Harris comme présidente au lendemain du 5 novembre ou le 6 ou le 7 ou dépendamment de la journée où on va voir les résultats comme présidente élue ou si c'est Donald Trump. Qu'est-ce que ça change sensiblement parce que les deux ont quand même des politiques protectionnistes, ont des politiques pro-emploi américain qu'on peut comprendre, mais concrètement, on peut s'attendre à quoi pour le Canada? Bien, pour Trump, j'ai déjà abordé plusieurs des thèmes, je pense, qui doivent retenir l'attention. Les nouveaux tarifs qui seraient imposés sur les exportations canadiennes, la possible renégociation de la CEUM qui aurait lieu à l'été 2026, ces politiques migratoires qui pourraient exercer une pression supplémentaire sur notre frontière. Sinon, bien, évidemment, une des choses qu'on doit surveiller, c'est ce que Trump fera pour déconstruire, en fait, déconstruire l'héritage de Biden en matière de transition énergétique, en matière de lutte au changement climatique. Puis il y a des gens qui travaillent là-dessus dans l'ouvrage, sur les questions énergétiques, mais ce que Trump propose notamment, c'est d'abroger l'Inflation Reduction Act, qui est le gros héritage législatif
de Biden en matière de lutte au changement climatique et de transition énergétique. Donc, cette grosse loi qui prévoit des investissements de 400 milliards de dollars sur 8 ou 10 ans pour faire en sorte que l'économie américaine se transforme, qu'on insiste davantage sur les véhicules électriques, les énergies renouvelables et tout ça. Et on voit que le Canada et le Québec ont ajusté, en fait, beaucoup leur politique en matière d'énergie en se disant, bien, c'est ça qui se passe côté américain, donc on va investir chez nous dans des usines comme Northvolt pour bien s'insérer dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques dans ces secteurs-là. Là, il y a eu de gros investissements. On sait que ça fait débat ici. Mais si Trump revient à la Maison-Blanche, lui, son projet, c'est de défaire l'IRA. En fait, c'est de revenir en arrière sur ces questions-là, de miser un peu plus sur les combustibles fossiles. Bon, le gros point d'interrogation là-dessus, c'est de savoir qu'est-ce qu'il sera capable de défaire spécifiquement. Pour ce qui est de l'Inflation Reduction Act, il y a déjà des fonds disponibles dans les mains de Biden qui ont été votés au Congrès et qui doivent être dépensés au cours des prochaines semaines ou au cours de la prochaine administration pour continuer à développer ces emplois-là dans ces secteurs-là. Si Trump arrive à la Maison-Blanche en janvier et que ces fonds sont là, bien, il pourrait tout simplement dire je ne les utilise pas comme ça. On va faire autre chose ou on va les utiliser autrement. Et ce qu'il voudrait faire aussi, c'est convaincre le Congrès des États-Unis d'abroger plusieurs des mesures relatives à l'Inflation Reduction Act, notamment les crédits d'impôt pour les véhicules électriques. Puis là, bon, on s'insère, nous, ici, dans ces chaînes d'approvisionnement-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour les investissements qu'on a fait au Canada et au Québec dans ces secteurs-là? Gros point d'interrogation. Et pour ce qui est de Harris, bien, c'est cliché de le dire, mais on n'a pas le choix. Le protectionnisme est là pour rester. Je pense qu'elle est encore plus protectionniste que Biden, qui est devenu protectionniste un peu par la force des choses, parce qu'il s'est ajusté au contexte, alors que Harris est plus proche de Bernie Sanders sur toutes les questions du commerce international, les accords de commerce, tout ça. D'ailleurs, elle est une des rares sénatrices-sénateurs à avoir voté contre la CEUM. Ça, on l'entend beaucoup dans les médias, parce qu'elle disait, au fond, c'est un accord qui n'en fait pas assez pour protéger l'environnement, puis on n'est pas allé assez loin pour la protection des droits des travailleurs. Et là, ce qu'elle dit « on the campaign trail », c'est moi aussi, je veux créer d'excellents emplois en sol américain. Les démocrates n'aiment pas le système de gestion de l'offre canadien. On ne s'en sort pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi, sur la 4e de couverture, ce qu'on dit, c'est que ben, l'ouvrage reste pertinent, peu importe le résultat du 5 novembre. Il ne devient pas désuet, parce que peu importe ce résultat-là, il y a déjà des chapitres là-dedans qui nous disent, bien, voici ce qu'on a vu sous Trump et qui risque de se reproduire, et voici ce qu'on a vu sous Biden et qui risque très fortement de se poursuivre si Kamala Harris reste à la Maison-Blanche en janvier prochain. Bien, je suis d'accord avec tout ce que dit Frédéric, donc je vais aller... J'espère. Ouais, c'est pas comme si j'avais le choix, mais tu sais, j'irais quand même, tu sais, on va être vraiment dans la prospective, je vais essayer de répondre à la question sur Kamala Harris, avec la difficulté qu'on a que ses intentions politiques, particulièrement à l'égard du Canada, sont très peu connues, puis ça lui est reproché, en fait, le peu de... Bon, comme beaucoup de présidents, de candidats présidentiels, elle fait campagne beaucoup sur des enjeux de politique intérieure. Après ça, on pourrait voir, tu sais, ses promesses sur le logement, par exemple, ça a des ramifications sur le Canada, par exemple, sur la question du bois d'œuvre, par exemple, ce genre d'éléments-là. Mais je pense qu'il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que si Kamala Harris gagne l'élection, ça va probablement être serré, quoique... Évidemment, avec les sondages étant ce qu'ils sont, c'est difficile de prévoir le résultat exact, mais ça veut dire que c'est le 5 novembre. Donc, le 6 novembre commence sa campagne de réélection. Donc, elle... Si on connaît les résultats. Oui, c'est ça. Mettons le 11 novembre, mettons. Bien, fait que ça veut dire qu'elle va avoir intérêt à faire une politique. Puis, tu sais, je suis vraiment d'accord avec Frédéric, le protectionnisme, ça marche. Et on sait déjà qu'en 2028, fort probablement, ce sera encore le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin. Donc, je suis content que tu parles de la gestion de l'offre parce qu'effectivement, il y a des. Tu sais, si le résultat est serré au Wisconsin, qui est un des principaux États producteurs de lait aux États-Unis, bien, ça va être tentant pour l'administration peut-être d'essayer de serrer la vis au Canada, puis peut-être de poursuivre, de dire que, par exemple, le Canada ne respecte pas la CEUM, par exemple, sur ces questions-là. Donc, ça, c'est une chose à prendre en considération. Une autre chose aussi qui est intéressante, à laquelle évidemment, on a une perspective très américaine, mais c'est qu'on va peut-être avoir un changement de régime aussi à Ottawa aussi. Donc, si on se retrouve avec un tandem Harris-Poilièvre, c'est pas sûr que le courant va passer très bien entre les deux. Puis on a un précédent historique de ça, en fait. C'est Obama et Harper qui avaient quand même la difficulté, entre autres sur les enjeux énergétiques. Donc Harper était vraiment fâché contre Obama qui lui coupait, qui ne voulait pas faire passer l'oléoduc Keystone XL. Donc
pelleter un peu en avant pour ne pas donner un permis pour construire là-dessus. Donc là, est-ce que les cartes vont être renversées, puis ça va être le gouvernement conservateur à Ottawa et le gouvernement libéral, progressiste à Washington? Historiquement, les administrations démocrates fonctionnent bien avec les gouvernements libéraux, conservateurs, républicains aussi. Ceci étant dit, je pense que si Pierre Poilievre s'attend à cultiver une bonne amitié avec Donald Trump, je pense qu'il va falloir qu'il se lève de bonne heure parce que Trump, en politique, surtout en politique extérieure, il n'a pas beaucoup d'amis parmi les dirigeants élus démocratiquement, mettons. Ah oui? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais je trouve ça je fais juste une petite parenthèse. Je trouve intéressant vous citer un certain Tim Walz dans votre ouvrage, justement, pour la gestion de l'offre au Minnesota. Alors, je pense que vous n'aviez pas vu dans votre boule de cristal et personne non plus qu'il allait être le candidat à la vice-présidence. Mais c'est un ouvrage fort intéressant, donc je vous le suggère à tous très, très fortement. Je sais qu'il y a des ouvrages à l'arrière. À un prix spécial pour ce soir. Vous irez voir, c'est vraiment intéressant. Ben oui. Merci Valérie d'avoir accepté. Et est-ce que je peux, en terminant, remercier encore quelques personnes? Ben, oui. Vous n'avez pas le choix. Oui. On n'a jamais le choix, ça a l'air. OK. Non, mais j'aimerais remercier le programme Fulbright Canada qui m'avait permis de commencer ce travail-là en 2014 et l'Institute on Quebec Studies de l'Université de New York à Plattsburgh, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui a permis de soutenir les enquêtes terrain qu'on a faites, Christophe et moi, mais avec d'autres chercheurs de la chaire et notamment des gens qui ont contribué à l'ouvrage. Merci à la chaire Raoul Dandurand qui nous soutient tout le temps, que j'ai le bonheur de diriger, mais il y a une équipe derrière tous les gens que vous voyez ici à l'avant. Et merci à Louis Collerette, qui est notre directeur exécutif, à Daphné Saint-Louis-Ventura, qui est maintenant notre directrice des communications et qui assure la promotion de cet ouvrage-là. Elle a plusieurs chapeaux, là au MAR, la COVID-19, la promotion de nos ouvrages. Et un merci tout spécial à Françoise Conéa. Où est Françoise Conéa? Elle est partie, parce que j'ai mon punch. La couverture que je trouve vraiment merveilleuse, le concept, c'est Françoise Conéa. C'est Françoise Conéa qui a eu l'idée de mettre une photo du Congrès et le Parlement d'Ottawa à l'envers. Puis l'idée, c'est qu'avec Trump, on se retrouve un petit peu à l'envers. Et pour ceux qui aiment la culture populaire, vous regarderez certaines images de la série Stranger Things. C'est le monde à l'envers dans cette série-là, mais c'est le monde à l'envers aussi dans nos relations avec les États-Unis depuis que Trump y est. Et en terminant, je veux remercier bien sûr les presses de l'Université de Montréal, toute l'équipe des PUM et en particulier sa directrice, Mme Nadine Tremblay, avec qui ça a été un plaisir de travailler. Merci beaucoup et j'espère que ça a été aussi le fun pour vous de travailler avec nous sur ce projet-là. Et j'espère que la réponse c'est oui, parce qu'on a d'autres projets avec les PUM à venir, la réédition de l'ouvrage avec Charles-Philippe David sur laquelle on travaille en ce moment. Et je vous remercie d'être là. Merci Nadine. Merci Bénédicte, merci l'équipe des PUM, merci aux gens qui sont là aujourd'hui. Et là, on arrête et on peut prendre un petit verre pour continuer à discuter de cet ouvrage-là. Il y aura des petites choses à manger aussi. Merci beaucoup, merci Valérie. Merci beaucoup.